Le gars, je le connais même pas, il vient me chercher à l'aéroport de Casa. Je dors chez lui le premier jour. Il me sert à manger, mais vraiment comme si je faisais partie de la famille, tu vois. Et comme je dis, même s'il faut faire laveur de vitres, je ferai laveur de vitres. Mon fils, il y a quoi, au tout début, quand on est arrivé, il avait 7 ans. Je lui prenais la main, on allait au Hanout, je sais plus. Il me dit, papa, tu sais, je me suis vraiment pas toujours senti bien là-bas. Je dis, comment ça, tu t'es pas senti bien là-bas? Doudou, là-bas. Il me dit, ben, quand j'étais en France, à l'école et tout ça, je me suis pas toujours senti à ma place. Avec ses mots à lui, tu vois, il arrivait pas à me l'expliquer. Quelques conseils pour les gens comme toi qui verront la vidéo, ceux qui sont en famille avec des enfants, Mhm. qui ont cette envie de vivre au Maroc, mais qui se mettent encore des Des barrières ou barrières. des limites, Mhm. qui n'ont pas encore passé le cap. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Salut les amoureux du Maroc, je suis avec Hamim aujourd'hui, on est au Targa Cowork Club dans les bureaux à l'étage. J'ai une nouvelle introduction. Imagine que tu rentres dans un taxi, un petit taxi à Marrakech, t'as 1 minute, le chauffeur il te demande qu'est-ce que tu fais ici? Ah, celle-là, elle est forte. Une minute, je rentre dans un petit taxi à Marrakech. La première chose, c'est salam alaikum. Voilà, vraiment, littéralement, se connecter déjà avec la langue, avec ce mot qui est puissant, qui est un passe-partout. Salam alaikum. Et j'ai envie de dire que je viens vivre une année sympathique au Maroc. Et plus si affinité, parce que ça, c'est vraiment la phrase que j'ai décidé de suivre au maximum de cette aventure au Maroc. Sympathique ou sabbatique? Non, sympathique. Ouais, Ouais. vraiment sympathique parce que l'idée c'était de découvrir le Maroc et sans se prendre la tête. À découvrir la culture, même si je suis d'origine marocaine, je me sens quand même à la fois proche mais très loin de la culture marocaine. Donc on a envie de vivre un moment sympathique, de retrouver tradition, valeurs, culture. Et je dirais à ce taxi que j'ai vraiment envie que cette année, il y ait affinité pour rester le plus longtemps possible. Je te le souhaite. Et tu soulignes un point important dès le début, le fait de commencer par salam alaikum. Certains des étrangers ou des Français, ils disent oui, on se fait arnaquer tout le temps par les taxis. Déjà, si tu commences à rentrer dans le taxi avec un salam alaikum, le chauffeur, il va plus te Ouais, respecter ouais, exactement. si tu le respectes toi dès le début. Exactement, c'est comme dans les hanout, c'est la même chose. Pendant quelques temps, moi, je me suis dit, ouais, mais ouais, on parle hospitalité marocaine, tout le monde en parle, ils sont accueillants, etc. Et moi, mes premiers mois, ils ont été un petit peu compliqués parce que j'avais toujours ce sentiment qu'il y avait vraiment une barrière entre eux et moi. Et en fait, la barrière, c'est tout simplement que, en fait, ils te scannent, tu vois. Ils te scannent, ils te sentent, et si tu arrives à rentrer avec les mêmes codes, en étant souriant, en étant cool, ben, en fait, ils vont s'adapter à toi. En fait, tu vas mériter l'accueil qu'on va te donner en fonction de ce que tu vas donner de toi. Je ne sais pas si depuis 9 ans tu as ressenti ça, mais moi c'est depuis 6 mois maintenant ce que je constate et chaque fois je vais vers les gens, mais en étant moi-même, hein, en étant plus spontané, plus détendu, plus vrai, plus aligné. Donc c'est pour ça que le salam alaikum avec le smile, c'est le passe-partout. Très important. Donc 6 mois au Maroc, on va remonter avant. Ouais, Donc tu es d'origine marocaine de c'est tes ça. parents. Ouais. Tu as grandi où? C'est quoi un peu ton enfance? Ouais, moi je suis né dans le sud de la France, j'ai grandi dans le sud de la France, j'ai travaillé là-bas, j'ai fait mes études là-bas et c'est que vers l'âge de 20 ans que j'ai commencé à monter un petit peu plus vers le nord, en région parisienne. J'avais besoin voilà, d'avoir une ville qui bouge. Et moi, le Maroc, on y rentrait comme beaucoup de la troisième génération, ceux qui sont nés dans les années 80, 90, on rentrait un mois d'été. Généralement, c'était soit juillet ou août. C'est le seul contact que j'avais avec le Maroc. Et c'était l'occasion ben, voilà, de reconnecter avec la culture, mais surtout de revoir la famille. Donc pendant 20 ans, je connaissais le Maroc qu'à travers ma famille au Maroc, Quelle région? dans le Rif, du côté de Nador. Donc il y a 20 ans, c'était sec, pas grand-chose à faire. Quand tu partais en vacances là-bas, c'était plus une punition que des vacances, mais on adorait voilà, jouer avec les petits Marocains de là-bas, on ramenait des cadeaux, des bonbons, et quand on ramenait le Graal, c'était le ballon de foot. Voilà, ils jouaient tout ça, il y a des ballons en plastique, nous on ramenait le ballon de foot et ça permettait de pouvoir jouer, de faire des connexions. Il y a même encore, tu vois, je te parle de ces histoires, j'avais peut-être 10, 11 ans. Et là, l'été dernier, j'étais en ado, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je jouais au foot quand on était petit, comme quoi ça crée vraiment des connexions. Et il y a eu une séparation avec le Maroc. J'ai vraiment senti qu'à un moment donné, il y avait une rupture qui était en train de prendre beaucoup de place. Et c'est aussi en fait par rapport à mon identité. On est tous à un certain moment rattrapés par ses racines, par rapport par son identité. Et on s'interroge, parce que quand on est là-bas, on est un étranger. Et quand on vient ici au Maroc, ben on reste quand même encore un étranger par rapport à notre manière de nous habiller, ou peut-être par rapport à la langue surtout.
Surtout l'accent, même si on parle arabe, même ici sur Marrakech, tu vois, Stéphane. En 6 mois, peut-être 6, 7 personnes, ils me disent, mais t'es pas marocain? Si, je suis marocain. Non, mais t'es de l'étranger. Ouais, donc tu vois, t'apprends à composer avec ça. C'est ce sentiment troublant, en fait, avec lequel tu grandis, qui fait qu'à un moment donné, ben, tu t'interroges. Et moi, j'ai pas fui. Tu vois, j'ai pas fui la France. C'est une question avant tout de renoncement, certes, mais de recherche constante de soi. Et c'est quoi les questionnements? Est-ce que je suis français ou est-ce que je suis marocain ou c'est d'autres questions plus profondes encore? Ouais, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, tu vois. C'est pas juste une étiquette, j'ai ce passeport vert ou j'ai ce passeport rouge. C'est vraiment où est-ce que tu te situes dans ce chemin de vie. Moi, j'arrive à 39, bientôt 40 ans, marié, 2 enfants et le décès de mon père aussi, tu vois, qui m'a vraiment mis, je dirais pas une grosse claque, mais qui a enclenché beaucoup de choses sur ce qui me reste à vivre. Tu vois. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus important que se dire je suis marocain, je suis algérien, je suis tunisien, je suis français, je suis franco-marocain, franco-algérien. Ça, c'est juste des accessoires. Tu veux dire, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Ouais, voilà. Quel impact je peux avoir dans la société? Ce Ouais, genre. quel impact et est-ce que je vis vraiment la vie que j'ai envie de vivre? Donc, on nous a pas appris, enfin moi personnellement, on m'a pas appris à vivre la vie que j'avais envie de vivre. J'ai eu comme modèle mon père, qui était un homme fort, solide, humble, modeste, intégré, qui rechignait pas, qui allait tout le temps au travail, qui faisait pas forcément un travail qui lui plaisait, mais il avait des responsabilités, tu vois, derrière. Donc moi j'ai ces responsabilités aussi parce que maintenant j'ai une famille, mais je me dis j'ai la chance d'avoir cette double culture. Mon père, il est parti, tu vois, pour que je puisse avoir une vie meilleure. Et alhamdoulilah, je l'ai eu, cette vie meilleure. Par rapport à le fait d'avoir accès à l'éducation, d'avoir eu un réseau d'amis, d'avoir, tu vois, aussi le sport qui m'a beaucoup aidé. Je me dis, si mon père n'avait pas fait cet effort-là, s'il n'avait pas eu ce courage de partir, qu'est-ce que je serais moi? Qu'est-ce que je serais devenu ici? Et c'est ton père qui a quitté le Maroc? C'est mon père qui a quitté le Maroc. Ouais. Il Euh, avait quel âge, tu sais? Il avait ouais, entre 20 et 22 ans. D'abord, il était dans le Rif, donc c'était encore sous l'époque du protectorat. Et donc, il a fallu qu'il passe par l'Espagne, par l'Algérie. Du coup, après l'Algérie, l'Espagne, la France. Et voilà, c'était pour un CDD, quoi. Tu vois? Et pour la plupart, c'était des CDD. Ils n'avaient pas vocation à y rester. Et tous, ils te le disent, même encore aujourd'hui, quand je discute avec mes oncles et quand je discute avec mon père, ben, le projet, c'était pas de rester, c'était de revenir. Mais comme ils sont rentrés dans une routine que nous, on connaît, travail, maison, jusqu'à la retraite, et tu arrives à un moment donné, tu te retournes, tu dis, j'ai vécu quoi? Moi, mon père, quand il était en fin de vie, je lui dis, papa, comment tu as vécu ta vie? Comment elle est passée ta vie? Il me dit, je dis, ah, mais papa, 74 ans quand même. Il me dit, oui, mon fils, juste le temps de ça. Et tu vois, tu percutes, tu réalises, tu vois ton père en fin de vie, 74 ans, tu commences à cogiter. Et, euh, et là, tu te dis, ouais, je dois prendre des décisions. Je peux encore le faire, je suis jeune, mais il y a des peurs, des doutes. Et moi, c'est le sport qui m'a permis justement de péter un petit peu toutes ces croyances, toutes ces barrières, et de vendre ma maison, de quitter mon emploi dans la fonction publique que j'occupais pendant 13 ans, un poste où je pouvais partir, tu vois, tenir jusqu'à la retraite, mais facile. Mais je me suis dit, non, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour vivre. J'ai mes enfants qui grandissent, je viens de perdre mon père et je comprends que ça va aller très vite. Et quand je demande à mon père de me dire, papa, laisse-moi un petit dernier conseil, tu vois, pour la vie, quelque chose qui va me permettre de dire, mais t'es grand, j'ai rien à te dire. Je dis, non, papa, je reste encore ton petit, tu vois. Dis-moi quelque chose, parce que je sens que le monde, il est en train de changer, que j'ai besoin de mon papa. Et il me dit, Qadil Gharad. J'interromps cette vidéo pour vous parler de notre sponsor Iconic Keys, une conciergerie basée à Marrakech et spécialisée dans la gestion locative. Si vous êtes propriétaire d'un appartement, d'une villa ou d'un riad, vous pouvez leur confier la gestion de votre bien. Ils s'occuperont pour vous de la création et de la diffusion de votre annonce sur les plateformes de location, mais également de la partie opérationnelle, de l'accueil jusqu'au départ de vos voyageurs et aussi de l'entretien de votre bien. Je vous mets le lien de leur site dans la description. Qadil Gharad, ça veut dire, fais ce que tu as à faire. Et là, ça reste dans ma tête. Et en fait, et tout ça, mon père me le dit pourquoi. Il me dit à un moment donné, où dans sa maladie, il commence à chuter vraiment un peu plus physiquement. Il avait une fibrose pulmonaire, il était toujours sous assistance respiratoire. Je ne pouvais pas l'aider. Personne ne pouvait l'aider. Il était condamné, c'était juste une question de temps. Généralement, cette maladie, au bout de 6 mois, tu meurs. Mon père, ça va, il a tenu 4 ans, mais la dernière année était très difficile. Et quand je voyais qu'en fait, il restait fort,
digne. Il a accepté la maladie, toujours alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et que je le voyais quand même dans son combat, que c'était très difficile. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, tu vois, pour à la fois lui donner de la force et en même temps, moi, essayer de ressentir un petit peu ce que je ressentais. Et j'ai décidé de me lancer un défi, de courir 240 km en 3 jours. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai jamais été un grand coureur. Je fais que du foot, j'ai joué au foot. Même à l'entraînement, s'il n'y avait pas le ballon, je ne courais pas, tu vois. Début de saison, quand le coach il disait les 12 tours de terrain, moi je ne les faisais pas, il me renvoyait à la maison, tu vois. Pour moi, c'était hors de question de courir sans ballon, tu vois. Il fallait comprendre et que, ben, il fallait se préparer physiquement pour jouer au ballon, mais j'étais jeune, j'étais un petit peu con, je ne le comprenais pas. Et c'est qu'au décès de mon beau-père, en 2018. Là, j'avais pas mis les pieds au Maroc depuis 10 ans. Qu'est-ce que je fasse au Maroc? Je viens dans le Rif, tu vois, c'est sec, il n'y a rien. J'avais pas envie, je me trouvais toujours des excuses, tu vois. Non, l'été, je travaille, je peux pas, j'ai un contrat, j'ai ci, j'ai ça. Et finalement, en fait, tu te trouves des excuses parce que tu sais que tu vas aller là-bas et que tu vas pas plus apprécier que ça. Et finalement, avec du recul, je me suis dit, quelles années perdues, tu vois. Mais il n'y a pas de hasard. Parce que quand j'étais petit, il y avait toujours cette petite montagne, tu vois, du Rif, là, de la chaîne montagneuse du Rif, qui me parlait silencieusement, qui me tractait. Et chaque fois que j'observais cette montagne, il y avait quelque chose de particulier entre elle et moi. Et ça, je l'ai vu encore plus quand je suis arrivé en avion. On était un petit peu plus grand, vers l'âge de 18-20 ans. Et en avion, quand j'ai survolé cette chaîne montagneuse, là, j'ai senti vraiment, tu vois, un appel. Et je m'étais promis qu'un jour, je monterais jusqu'en haut. Parce que plus jeune, tu vois, mes cousins me disaient, non, faut pas aller là-bas, il y a des chiens errants, ils ont retrouvé des os humains, tu vois. On te sort un petit peu tout le style de légende pour te décourager. Et donc, du coup, je ne me suis pas plus aventuré là-dedans, mais c'est vraiment au décès de mon beau-père où je décide de prendre mes baskets et d'aller découvrir cette montagne. Et quand j'arrive à mi-chemin de la montagne, je ne suis pas vraiment équipé pour monter en haut. Je commence à voir cette vue dégagée, austère, tu vois aussi, parce que c'est quand même, comme je te disais, c'est sec, mais c'est à la fois dépaysant. Et c'est un moment de calme et d'introspection. C'est une très belle région. La région du Rif, ouais, on adore. Ouais. Et sur cette montagne-là, il commençait à se passer quelque chose. Je me dis, ouais, il faut que je revienne, il faut que je vienne courir ici. Il faut que je me mette à la course à pied. Et je sens une connexion, tu vois, avec mes racines, les pas et tout ça. Et je rentre en France, à ce moment-là, je suis éducateur sportif, et j'ai envie de lancer des séjours au Maroc, mais pas des séjours dans un riad, piscine, faire des pompes, des pompes, du squat, du yoga. Non, je veux vraiment quelque chose de plus profond, avec une connexion avec la nature, mais aussi avec les gens. Et là, je commence à faire mes petites recherches, et je tombe sur une course qui a lieu justement là, le week-end prochain, au lac de Takerkoust, que j'avais fait en 2020, grâce à mon ami Tarek, avec qui j'ai connecté sur les réseaux, qui avait déjà fait cette course, et je voulais lui avoir des conseils, parce que c'est une course sur 3 jours. Je veux vivre cette aventure au Maroc pour me reconnecter avec le Maroc. Courir 3 jours, voilà, je vais me lancer dans une préparation, je vais venir faire cette course-là. Et du coup, en échangeant avec Tarek, je viens au Maroc, je le rencontre, et là, un accueil magnifique. Le gars, je ne le connais même pas, il vient me chercher à l'aéroport de Casa. Je dors chez lui le premier jour, il me sert à manger, mais vraiment comme si je faisais partie de la famille, tu vois. Et le lendemain, on commence à parler un petit peu du business, de ce que j'avais envie de faire au Maroc. Lui aussi, il était dans cette dynamique de sport et de mindset. Et ça connecte tout de suite. Et je lui dis, écoute, il me faut un dossard, je vais aller faire une course. Il me trouve 2 mois après, la course du lac de Takerkoust. Ah, là, super content, je prends mon sac, l'avion, je débarque à Marrakech, je découvre Marrakech pour la première fois. Waouh! J'en prends plein la gueule, tu vois. Mais c'était pas un gros coup de foudre. Mais en même temps, je sens un peu cette énergie, ce peps, tu vois. Je me dis, ouais, et ce contact aussi avec la nature. Et je me dis, ouais, c'est vraiment une ville qui peut me correspondre. Et je fais cette course. Et cette course, ça devait être un 18 km. Je suis arrivé en retard. Et en fait, j'ai récupéré le dossard pour faire que 9 km. Mais c'était les 9 km les plus longs de ma vie. Tu vois, j'y suis allé en mode run touristique. Je filmais de partout, je faisais des stories, je prenais mon temps et je discutais avec tout le monde, je m'en fichais. Il fallait juste que je fasse cette course le plus lentement possible pour me nourrir de chaque kilomètre. Et en fait, pendant la course du lac de Takerkoust, je voyais la classe et tout ça, et là, pareil. Deuxième signal, tu vois, la montagne qui commence à me murmurer silencieusement, à me parler. Et je me dis, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Je rentre en France et je décide de m'engager profondément dans une préparation parce que mon père est en train de tomber malade, comme je le disais. Et je me dis, je fais 2 marathons par jour pendant 3 jours, quitte à avoir mal, autant que je le fasse pour mon père, pour le soutenir dans sa maladie, mais aussi pour soutenir le handicap. Donc je contacte le comité régional handisport Occitanie. Mon objectif, c'est de financer une joëlette, les fauteuils pour les handicapés, pour le donner à l'association. Et pendant la préparation, voilà, je sens vraiment que mon père, plus en fait mon père perd du jus, et plus moi derrière, j'en gagne, tu vois.
J'en gagne à travers les heures de sport, de course à pied et de l'image en fait de ce que mon père est en train de me renvoyer comme au combat silencieux qu'il est en train de vivre. Et quand mon père il décède, il me dit sa dernière phrase, il meurt pas dans ma course le deuxième jour, tu vois. Donc on part l'enterrer au Maroc et quand je reviens, cette montagne-là, je la revois et on enterre mon père. Le lendemain matin, je prends mes baskets, mon sac et je monte jusqu'en haut de la colline, mais tout en haut. Je me fous à chialer, mais tu vois, des larmes de tristesse, mais des larmes de libération, des larmes. C'est un truc, voilà, il faut vraiment le vivre, ça s'explique pas. Même encore aujourd'hui, j'en ai des émotions. Et je voyais tout le village, je voyais le cimetière, et là, je me suis refait le film de la vie de mon père. Petit, tu vois, 6 7 ans, avec son père, vendeur de charbon, tu vois, marcher, à partir en Algérie, en Espagne, en France, tu vois, avoir une vie, voilà, c'est pas une vie facile, tu vois, qu'ils ont eu. Et je me dis, mais pourquoi tout ça? C'est quoi la leçon de tout ça? Qu'est-ce que tu vas retenir de tout ça? Est-ce que tu vas ressortir beaucoup plus fort? Ou est-ce que tu vas dire, ouais, Allah yarhamou, ça y est, tu reprends ta vie normale, tu vois. Et là, j'étais rentré dans un autre mindset. Ça y est, là, je savais qu'entre la course que j'avais fait, la préparation et ce que je ressentais, vraiment au niveau tu vois, de l'intuition et de l'émotion, je me suis dit, bah, c'est ici qu'il faut que je sois. Tu vois, je suis complètement aligné, je suis qui je suis, comme je te disais, tu rentres dans le taxi, salam alaikum, tu vois. Des fois en France, tu as un ami, tu le rejoins au café, tu vas me dire salam alaikum, tu le dis doucement, tu vois. Parce que tu n'as pas envie de déranger, peut-être parce que tu n'assumes pas, je sais pas, mais il y a encore cette perturbation, et tu te dis, on est à la troisième génération, on n'est pas encore, tu vois, je ne vais pas dire accepté, c'est des mots trop faciles, tu vois, mais ni même intégré, mais on reste dans un costume en fait qui n'est pas le nôtre. Moi, j'ai décidé de jeter tous les costumes et de venir porter mon costume, mon identité, qui je suis. Un jour, je vais mettre la baya, je mets la baya. Demain, je vais m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Je veux dire salam alaikum, je veux dire bonjour. C'est vrai, ben, des Français, j'en rencontre dans ma résidence, on me dit bonjour, bonjour. Ben, tu réponds bonjour. Du moment qu'on arrive à se comprendre, qu'il y a le smile, des fois, il n'y a peut-être même pas besoin de se dire bonjour, tu vois. Juste, tu te regardes comme ça, tu échanges, il y a une connexion, un petit sourire, ça y est, le message, il est passé. C'est ce que j'avais envie de venir vivre ici avec mes enfants, tu vois. Se reconnecter à des valeurs, à la simplicité, même si parfois c'est très brouillon, tu vois, mais parfois le brouillon, ça me plaît plutôt que d'être dans une routine où tout est carré, où tout est formalisé. Là, tu te lèves et tu vois, je partageais encore une story ce matin. Mon fils de 8 ans me dit, mais papa, pourquoi tu filmes toujours les triporteurs là? Je dis, pourquoi tu es tout le temps en train de les filmer? Je dis, ben, je les filme parce que comme ça me rappelle que j'ai aucune raison de me plaindre. Et voilà, c'est chaque jour que tu prends une claque, tu prends une leçon. Et moi, j'avais tendance un petit peu à m'oublier, tu vois, de l'autre côté quand j'étais en France. Je dis pas, hein, je dis pas que je retournerai pas. Comme je dis, c'est vraiment une année sympathique et plus si affinité. C'est à la fois pour me rassurer, pour rassurer mon épouse aussi. Mais mon épouse, il y a 2 ans, c'était hors de question pour elle de venir au Maroc. Et là, maintenant, elle me dit, on fait tout pour pas partir. Et comme je dis, même s'il faut faire laveur de vitre, je ferai laveur de vitre. Tu vois, je le ferai pas pour quelqu'un, je le ferai pour moi, parce que c'est possible. Et en fait, on te demande des idées de business, mais des idées de business, il y en a partout. Il faut juste se poser, tu prends ton thé, tu observes tout le monde, tu laisses ton téléphone et tu regardes ce qui se fait. Il y a énormément de choses à faire pour se sentir bien, pour être aligné. Et, après, voilà, je pense, Stéphane, qu'il faut être sincère, tu vois. Le Maroc, c'est pas Instagram. Il y a des choses qui sont difficiles. Moi, j'ai fait un truc de fou, et il faut quasiment, peut-être que je le recommande pas, hein. Les 2 seules fois où je viens avec ma femme et mes enfants au Maroc, la première fois, c'est pour enterrer mon beau-père. Mon fils aîné, c'est le né, il a 3 ans. Il vient au Maroc pour enterrer son grand-père. Et 3 ans après, je reviens avec ma femme et mes enfants, avec mon petit dernier, pour enterrer son autre grand-père. Donc on n'a pas fait de voyage, on n'a pas découvert rien du tout. Ce qui s'est passé, c'est que ma femme, elle était dans un rythme qui ne lui convenait plus. Parce que, tu vois, on a passé l'an dernier exactement, 2022, décembre 2022, elle n'a pas de vacances de Noël, ni les vacances de Nouvel An. Moi, je décide de prendre les enfants et d'aller voir leur grand-mère, tu vois, pour être en famille, pour ne pas les condamner, parce qu'on habite à 200 km de la famille, on ne se voit pas souvent, et du coup, elle reste toute seule. Et quand elle reste toute seule, là, elle prend une grosse claque. Elle comprend que ce n'est pas le style de vie qu'elle veut, et qu'elle ne peut pas laisser ses enfants partir, et elle être privée de congé parce qu'elle travaille pour quelqu'un, et du coup, elle me dit, c'est bon. Parce que j'avais travaillé pendant 6 ans, tu vois. Je dis, ouais, je vais faire des séjours au Maroc. Je suis parti au Maroc 3 4 fois tout seul. Tu vois, moi, je m'étais préparé, tu vois, à partir. Ça a été vraiment un cheminement. Ça n'a pas été radical. Par contre, ce qui a été radical, c'est que le 1er janvier, elle me dit, 1er janvier 2023, elle me dit, on vend la maison. On a vendu la maison en 4 mois. Et 4 mois après, j'ai démissionné de la fonction publique. Au début, je me suis fait des nœuds dans tous les sens, tu vois.
Ben là, tu vas partir avec rien du tout, etc., sans chômage, sans rien, mais t'es fou, on est en 2023, sécurité de l'emploi, et ta retraite, tout le monde parlait des retraites et tout. Et moi, je voyais des gars de l'administration pénitentiaire qui étaient à quelques mois de leur retraite, tu vois, qui se voyaient repousser quelques mois de plus, et ils devenaient fous. Ça les mettait dans des états de stress comme pas possible. Je dis, mais j'ai pas envie de penser à ça aujourd'hui, moi. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de construire ma vie là où je me sens bien, et s'il faut que je sois un hybride, tu vois, entre le Maroc et la France, je le ferai. Je veux juste trouver mon équilibre. Et comme je dis, voilà, j'ai cette chance, tu vois, d'être entre les deux rives, de pouvoir passer d'un sol à un autre sol. Et comme je dis, je suis pas assis entre deux chaises. Je suis assis sur un fauteuil, tu vois. Et je peux facilement aller d'une rive à l'autre. Je parlais de l'administration pénitentiaire parce qu'en fait, j'étais moniteur de sport en prison pendant 13 ans. Et il y a aussi, tu vois, aussi ce relationnel à la personne, à l'être qui m'a amené à essayer de me dire vas-y, Qad el-Gharab, vas-y, bouge-toi, fais-le maintenant, tu vois, va chercher ta liberté toi aussi. Et le moment où ta femme te dit, bon, on va vendre la maison, on part, est-ce que toi, tu avais déjà cette idée de vivre au Maroc Ah. ou tu avais l'idée de tester ici? Moi, je me projetais de plus en plus, j'ai eu un coup de cœur, tu vois, notamment sur Tanger. Tanger, ça a été vraiment pour moi quelque chose qui me disait, ouais, tiens, entre mer et montagne. Magnifique région, hein. Ah ouais, Tanger, c'est tu vois, très attractif. attractif à la fois le côté authentique, le côté moderne, le côté nature aussi. Donc je me suis très vite senti bien. Et on a continué à poursuivre et je continue à poursuivre deux, trois petites visites de ville comme ça. Mais je sentais que voilà, c'était une question de temps, que ma femme devait être prête, que je puisse moi aussi me projeter aussi, pas que vivre, tu vois, de manière physique, mais aussi comment vivre de manière matérielle, quel business tu vas lancer. Et je savais qu'il y avait un déséquilibre encore au niveau du mindset et qu'il fallait changer beaucoup de choses pour pouvoir switcher, pour pouvoir essayer de se sentir bien et totalement intégré à sa place. Mais quand ma femme elle me dit ouais, on va à la maison, je sais qu'elle déjà elle est prête, qu'elle me fait confiance et je me dis voilà, je dis maintenant c'est le deuxième déclic. Tu vois, mon père me dit Qad el-Gharab, fais ce que tu as à faire et ma femme elle me dit vas-y, feu vert, vas-y et je vais faire quoi? Là maintenant je suis obligé d'y aller. Et en y allant, ben voilà, on décide de tout enclencher, ça va tellement vite en fait. Et on se dégage, enfin, on se dépouille de tout. On part avec 3 valises, mes 2 enfants, 8 ans, mais comment on va faire? L'école, 4 ans, le petit, etc. Et en fait, on décide de vivre en mode SDF, tu vois, mais SDF de luxe. Tu vois, en mode SDF, on part 3 mois, on arrive début septembre, ici au Maroc, sans plan. Franchement, on n'a pas fait de plan. On n'a pas chiffré combien ça coûte une école, combien ça coûte un appart, on avait une petite idée, etc. Mais on s'est dit, alhamdoulilah, on y va, tu vois. On vit au jour le jour et on va voir où cette aventure va nous amener. On savait qu'on avait envie de rester un an et qu'on voulait faire du nord au sud. Donc on arrive au nord, on commence à descendre un peu jusqu'à Marrakech, on arrive à Essaouira. Et là, le lendemain, tremblement de terre. Et là, poum, là tu commences à réfléchir, tu te dis, ouais, le planificateur, il a planifié autre chose. Donc t'es pas arrivé par Marrakech. Je suis pas arrivé par Marrakech, on est arrivé par le nord en bateau et en fait j'avais envie de revivre ce que j'ai vécu avec mes parents, c'est-à-dire traverser l'Espagne avec mes enfants, tu vois, à prendre le temps. Mais c'est pas comme avant. Avant, tu avais les pesetas, tu avais des Espagnols, tu vois, dans les cabines à péage qui te disaient oh là, tu vois, tu avais tout ce charme espagnol. Maintenant, tu traverses l'Espagne, tu as quasiment besoin de parler avec personne. Tout est automatisé, tu vois rien du tout, tu vois. Mais je voulais que mes enfants s'arrêtent pour revivre un petit peu ça. Prendre le bateau aussi, ça a toujours été une belle mission, une belle aventure, la traversée en bateau, même si elle va plus vite aujourd'hui qu'avant. Et en fait, on est arrivé à Nador, on est descendu, et on est arrivé jusqu'à Marrakech, mais en voiture. Donc c'était un test, comme tu dis, une année test. Ouais. Comment ça se fait que tu t'es posé à Marrakech? Comment ça s'est présenté à toi? Mais après le tremblement de terre, voilà, ma famille elle était quand même un petit peu secouée. Même si on était à Essaouira, c'était quand même assez violent. On a décidé de calmer un petit peu notre aventure et on est remonté dans le nord, à Nador, chez ma belle-mère. On s'est posé là-bas et quand j'ai été là-bas, j'ai mon ami Tarer justement qui m'envoie un message et ils me disent qu'ils cherchent un directeur de développement au Targa Cowork Club à Marrakech. Je me dis ouais, ça peut être intéressant, mais non, je n'ai pas envie de travailler, je suis pas venu pour ça et tout. Il me dit mais ouais, bah, regarde, ça vaut le coup et tout. Ça va te permettre de connecter directement avec des entrepreneurs, d'être dans la dynamique de l'entrepreneuriat marocain. Je dis ouais, c'est pas faux. Donc j'écoute comment on postule. Et il m'en dit pas plus. Et j'attends, je suis impatient et tout. Et d'un coup, il revient, il me dit ouais, voilà, écoute, le poste c'est ça, 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 ça. Et j'appelle Kim.
J'appelle Kim, je dis ouais, Kim, parce que c'est un ami, je dis ouais, Kim, Donc Kim Benour, Kim Benour. qu'on a eu sur la chaîne aussi. Tout à fait. Et là, je l'appelle, je dis Kim, parce que je sais qu'il est cofondateur, tu vois, d'un cowork à Marrakech. Et je dis Kim, écoute, voilà, on m'a proposé ce job, voilà, comme je t'aime bien, je ne vais pas froisser notre amitié, tout ça, dans l'esprit de concurrence. Il me dit, mais non, pas du tout. Il me dit, Alhamdoulilah, vas-y, fonce, zdam, tu vois. Il me dit, vas-y. Et même lui, et lui-même, tu vois, il est surpris parce qu'il me dit, ouais, tu plaques tout, tu vends ta maison, tu quittes le boulot, tu arrives à Marrakech, tu trouves une opportunité de travail, tu vois. Des fois, tu as peur, tu te dis, mais comment je vais faire? Et finalement, c'est quand tu es sur le chemin que tu te rends compte que tu as des opportunités et que tu peux faire des choses. Et en plus, tu as le temps de le faire. Et du coup, je rencontre Mustapha, on se fait d'abord un entretien téléphonique. Et ça match, ça se passe bien. Et du coup, je vais regarder et je vois le cowork en photo qui est complètement dans mon esprit, tu vois, nature, épurée, tout ça. Je me dis, ah, ça peut être une super belle expérience. On se met d'accord et je débarque à Marrakech avec ma femme et mes enfants. On va se poser quelques temps, c'était pas prévu. Donc du coup, là, tu repars à zéro parce que tu arrives, tu connais ta personne, tu dois trouver un appartement, en même temps, tu dois t'occuper des enfants, tu vois. Mais en fait, c'est du stress qui te booste. Tu dis, maintenant, j'y suis, je l'ai voulu. Ben voilà, tu y es, quoi, tu vois. Tu vas pas commencer à dire, ouais, mais c'est dur. Je me régale, je suis vraiment, je suis chez moi. Je me trouve encore plus débrouillard qu'avant, moins feignant qu'avant, et je me dis, voilà, je suis en train de construire quelque chose, et je rencontre des gens au cowork, tu vois, qui sont admirables, des jeunes entrepreneurs qui ont des crocs comme ça, enfin, des canines comme ça, qui ont envie, tu vois, qui sont connectés sur leur ordinateur, mais beaucoup d'échanges, de partage, de bienveillance, de conseils, et je trouvais ça magnifique. Et du coup, j'accepte la mission, et c'est pour ça qu'on est ici dans un bureau du Targa Cowork Club. Ma mission, elle s'est achevée au cowork parce que l'idée aussi, c'était que je puisse moi aussi lancer mon activité, que je suis en train de poursuivre tout doucement. Voilà, mais on est encore dans une année sympathique. Donc voilà, on profite de chaque rencontre. Et ce qui est fou, c'est que moi, je te suivais quand j'étais en France. Et là, je suis arrivé, on se retrouve, quand je suis arrivé à Marrakech, je t'ai retrouvé au cowork parce que tu organisais cette super masterclass qui a eu lieu il y a même pas un peu moins de 2 mois maintenant. Ouais, et moi, c'est Kim qui m'a parlé de toi, qui m'a dit, regarde ce mec-là, vous devriez connecter ensemble et tout. Ouais. Bah, Kim, il a le flair pour pouvoir connecter les gens. Et c'est vrai que moi, quand tu es arrivé directement, je dis, bah, je dis Stéphane, qui aurait cru que je te rencontre et que je sois aujourd'hui ici posé à discuter avec toi sur ta chaîne de ma transition et de mon virage à 180 degrés, de la fonction publique, de 13 années de prison à une vie sympathique au Maroc, ici à Marrakech. T'as dit 13 années de prison. C'est pas 13 années que t'as été en prison. Tu travaillais. 13 années de prison, ça reste quand même de la semi-liberté. Parce que nous, le personnel, tu vois, quand on rentre en prison, pas de téléphone, tu passes au bagage X, tu vois, voilà, c'est juste que c'est fermé, tu es dans cet environnement-là, qui peut être pesant parce que tu as des établissements où tu n'as quasiment pas de lumière. Tu es quasi tout le temps enfermé, tu vois, dans des bâtiments et tout se passe là-dedans. La lumière du jour, tu la vois pas beaucoup. Donc l'hiver, moi, quand je suis arrivé à Paris, au départ, c'était compliqué. J'étais pas comme ça, je faisais 78 kilos quand je suis arrivé en 2009, 2010 à Paris. En plus, il faisait froid, c'était en janvier, une neige, qu'est-ce que je fais là? J'ai perdu 8 kilos en 3 mois. Par manque de lumière déjà. Et enfermé toute la journée, tu partais le matin, on partait au boulot à 6h30 et tu sortais parfois à 17h. Il faisait déjà nuit. On sous-estime l'impact de la lumière Ah ouais. sur l'être humain. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable comment c'est. En plus, surtout si c'est l'hiver et que les journées sont courtes. Tape ça pendant 3 mois, tu sens tout de suite quelqu'un qui est là-bas. Peut-être il s'en rend pas compte, tu vois, parce qu'il est dans cette routine de mal-être. Mais quand toi tu arrives du sud, du soleil, et que tu vois une météo déjà qui est comme ça, et que tu Mais ça devait être un choc, hein. ouais, ça devait être un choc. Mm. Mais j'étais jeune, j'avais envie d'un boulot en fait. C'était soit l'armée, soit la marine, soit les douanes. Et il y a eu ce concours de l'administration pénitentiaire. Je me suis dit, ben, je vais rentrer dedans parce que je fantasmais un peu sur ce boulot, tu vois. Quand j'ai fantasmé, c'était pas le boulot de mes rêves, hein, mais je pensais que c'était un boulot physique où tu as quand même de l'entretien physique, tu as du sport dans la semaine, tu vois, pour pouvoir quand même faire face aux risques et à la sécurité. Et pour ça, ton corps, quand même, tu vois, c'est ton premier outil. C'était quoi la proposition de travail? C'était surveillant. J'ai démarré Surveillant. surveillant, ouais. Hmm. Surveillant, je me suis dit, ouais, je vais m'éclater parce qu'il y a du sport et tout. Et au bout de 3 mois, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux. Déjà, la formation, je me régale. La formation, j'aime bien. Je fais des stages. Je découvre la prison de Lyon, la prison de Saint-Étienne. Je trouve un environnement bouillant, chaud. Je me dis, est-ce que je suis fait pour ça? Je suis pas une grande gueule, tu vois. Je fais pas 1m90.
mais j'ai la capacité de pouvoir parler avec les gens tranquillement, de pouvoir désamorcer des situations. Et je me dis, s'il n'y a pas le physique, s'il n'y a pas le caractère, ben, il y a peut-être, tu vois, autre chose de plus fin, de plus humain qui va pouvoir justement faire en sorte que je vais pouvoir faire ce taf correctement. Mais au bout de 3 mois, je sens que je rentre dans une routine qui ne me plaît pas. Je vois des choses qui ne me plaisent pas, qui ne sont pas alignées avec mes valeurs. Et même, je suis pas l'abbé Pierre, tu vois, c'est pas moi qui allais sauver tout le monde. Donc je décide de me préserver. Je sens qu'à un moment donné, ça a un impact sur moi. Je préfère sortir un petit peu de la détention. Et là, je pars je passe dans les escortes. Un poste au niveau des escortes, et là ça m'intéresse un peu plus parce que tu passes plus de temps à l'extérieur de la prison, tu es en contact avec la police nationale, tu vois, avec le parquet, le tribunal et tout, ça m'intéresse un petit peu plus. Et finalement, je me rends compte qu'en fait, là, c'est mon intégrité physique qui est exposée. À part un gilet pare-balles, j'ai rien du tout. C'est-à-dire que des mecs qui sont chauds, ils viennent chercher leurs potes. Moi, j'ai rien, tu vois. Donc, je suis pas formé comme il faut. Je me rends compte que ça va pas me plaire. Et je décide rapidement de switcher. Et là, je vois qu'il y a un concours en interne de moniteur de sport, éducateur sportif. Je me dis, ouais, c'est ça qu'il faut. Donc du coup, je passe mes entretiens et ensuite je passe mon concours et je me retrouve au CREPS de Vichy. Et là, je passe un diplôme, tu vois, d'éducateur sportif reconnu par l'État. Et je me dis là, maintenant, je vais pouvoir vraiment m'éclater. Et du coup, je commence à mettre en place des activités de sport en prison. J'ai apporté des choses qui n'existaient pas en 2015, qui existaient dehors mais pas dedans. Des choses simples, tu vois, comme le cross-training, tu vois, où tu fais des petits circuits de 20 minutes avec 4-5 exercices, du petit matériel et tout ça. Et les mecs, là-bas, c'était que traction, pompe, développé couché. Il n'y avait que ça, tu vois, en prison. Donc je suis arrivé, je commençais. Et la course à pied. Du coup, Et ils avaient une salle de musculation? ça dépendait des établissements, mais la plupart des établissements sont équipés parce que voilà, c'est vraiment une activité qui permet le sport. C'est l'activité de soupape. Il faut pouvoir en proposer le maximum de fois possible au maximum de personnes. Donc c'est pour ça que des fois, tu as du judo, tu as de la boxe avec des intervenants encadrés, tu as même des partenariats avec des fédérations françaises d'haltérophilie, par exemple, où tu as des coachs de l'extérieur qui donnent des cours d'haltérophilie ou d'autres disciplines fédérales, qui viennent en prison pour pouvoir former les gars et pour pouvoir les encadrer de manière sécuritaire. Et donc, du coup, moi, je ramène ce matos et je travaille avec des gars du grand banditisme, tu vois, qui sont en prison depuis 15 ans, 20 ans pour certains, qui n'ont jamais vu ça, à part à la télé sur YouTube, tu vois. Donc, du coup, quand je leur ramène ça, tu vois, ça crée tout de suite une connexion. Donc, tu vois, comme le Salam Aleikum au Maroc, c'est la porte d'entrée. Le sport en prison, si tu es quelqu'un de sportif, que tu as une belle personnalité, tu vas pouvoir matcher très rapidement avec beaucoup de personnes. Donc, du coup, c'est dans cet univers-là que je me régale. Et du coup, je me mets un peu plus à la course à pied. Et là, on commence à créer des connexions, tu vois, avec des gars, on commence à s'entraîner ensemble, on commence à à organiser des courses, des 10 km, des semi-marathons. Et là, on prépare des gars aussi pour aller vers l'extérieur. Et là, je commence à rentrer dans l'événementiel. Et là, ça me plaît de pouvoir prendre des gars qui sont en fin de peine, qui ont un projet de réinsertion et qui, en même temps, se découvrent et se dévoilent à travers le sport. Et attaché à la course à pied, à l'hygiène de vie, et je commence à trouver une place et mon sens là-dedans. Et en parallèle, je me dis, ben, j'ai besoin quand même, tu vois, aussi en sortant du boulot, de voir autre chose. Et là, je crée ma micro-entreprise de coaching sportif. Et c'est là où je décide d'accompagner des entrepreneurs à améliorer leur qualité de vie à travers le sport, mais le sport comme étant un outil, pas une fin en soi, tu vois. C'est pas fais du sport, fais du sport, fais du sport. Non, c'est un outil qui va te permettre d'être plus fort mentalement, d'être mieux dans ton business, d'être mieux dans ta vie perso et dans ta vie professionnelle. C'est un outil comme le sommeil, l'alimentation, Ouais. les relations sociales. Ouais. C'est un tout. Ouais. J'ai envie de parler un peu de tes premiers pas à Marrakech. Ouais. Tu vois, parce que sur la chaîne, les abonnés s'intéressent à ça. C'était comment tes premières semaines? Donc, tu débarques ici en famille? En famille, je te raconte en famille ou quand je suis arrivé tout seul? Ouais, quand tu En étais en famille? famille, ouais. En famille. En famille, déjà, on a frôlé le divorce. Tu vois, en voiture, déjà, quand ma femme me conduisait, elle était dans un état de stress comme pas possible. Moi, derrière, qui essayait de calmer la chose, tu vois. Pour ma femme, c'était horrible. Pour moi, pareil, que tu arrives à Marrakech en voiture, c'est beau. Oui, il y a des palmiers, il y a des sites, il y a des dromadaires, il y a des calèches. Mais, voilà, est-ce que tu arrives en avion et c'est le taxi qui vient te chercher ou est-ce que tu arrives en voiture? Donc, on est arrivé en voiture, très compliqué. Déjà, par contre, très beau. C'est vrai, on est arrivé, tu vois, l'autoroute, ça roule super bien. Les aires de repos, elles sont magnifiques. Tu manges très bien, c'est propre. Les enfants, ils ont de quoi s'amuser pendant que toi, tu prends ton temps de pause.
tu as de la pelouse alors que tu te dis mais d'où elle vient cette herbe, tu vois, alors que c'est tout sec à côté, un espace prière pour ceux qui ont envie de se poser, faire la prière. Moi, je suis très spirituel, c'est important pour moi et quand je trouve ce type d'endroit-là, tu vois, on parlait de costume tout à l'heure, voilà, c'est vraiment le costume qui me va bien, c'est de pouvoir, en temps voulu, prendre la pause pour faire mes actes religieux. C'est vrai qu'au Maroc, enfin, s'il y en a qui connaissent pas, les stations de service et tout ça Mhm. sont très développées. Ah T'as ouais, des grands restaurants, ouais, des aires de jeu. carrément, ouais, carrément. Moi, j'étais surpris. J'ai vraiment été surpris en traversant le Maroc là, cette année, la qualité des autoroutes et l'infrastructure au niveau des aires de repos. Base, comme on dit. Super. Et du coup, donc, tu vois, admiratif de l'infrastructure, les routes, on arrive à Marrakech, ces grands ronds-points, la Palmerie, on arrivait par la Palmerie, donc déjà un peu les mille et une nuits, tu vois, c'est vraiment le Maroc authentique. Très propre, ville très propre, les routes top, les feux, ma femme a été admirative des feux, tu sais, avec 90 secondes, 55 secondes, 45 secondes, c'est vrai que tu as le décompte, et ça c'est génial. Par contre, après, voilà, il n'y a pas assez de rétroviseurs dans la voiture à Marrakech, tu vois, il faudrait rajouter des rétros, Des caméras. des, des caméras, comment ils appellent ça, les signaux sonores, là, tu vois, dès que tu as un scooter qui passe à côté, tit, 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 tit. Mais je me suis pas senti, moi, tracté, vraiment attiré. Quand je suis venu passer une semaine, j'ai adoré. Mais revenir avec la femme et les enfants, j'avais trouvé ça compliqué parce que j'essayais en même temps en tant que père, tu vois, de me dire où est-ce que je pourrais amener mes enfants pour jouer. J'ai mon petit qui fait du vélo ici, il adore le vélo. Et là, on n'a pas trouvé vraiment d'endroit où à 5 ans tu peux faire du vélo sans qu'il y ait une moto qui arrive ou un mec à vélo. C'est vraiment pas très sécurisé. Ouais, c'est pas très sécure. On a beaucoup de motos ici, mobilettes. Il y a autant de motos que de voitures, je crois, parfois. À certains moments de la journée, tu vois plus de motos que. Mais ce qui est incroyable, c'est la capacité adaptative. Donc, tu vois, ma femme maintenant elle conduit presque avec le téléphone, tu vois. Je ne dis pas qu'il faut le faire, tu vois. Et moi, c'est pareil, quoi. Tu vois, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je me mets à filmer. Je comprends tout de suite la circulation, comment ça fonctionne. Je fais surtout attention au rétroviseur de droite parce que les motos ici, elles ne doublent pas que sur la gauche, elles doublent sur la droite. Mais au-delà de ça, On s'habitue, hein. On s'adapte. on s'adapte, on commence à s'y sentir bien. Moi, je suis quand même, tu vois, assez sensible au bruit. J'aime bien être à l'écart de la ville. Je suis quand même à certains moments de la journée, tu vois, j'ai. T'as dû souffrir quand même, à Ouais. certains moments. Ouais, à certains moments, même encore aujourd'hui, tu vois, quand je repars en Ah ouais. voiture et tout ça, j'arrive sur les grands boulevards. Mais après, ça vaut vraiment le coup. Parce que tu arrives à la maison, après, quand tu te poses, pouf, voilà, c'est vraiment calme. Tu veux sortir. Tu vois, hier soir encore, je suis sorti à 21h30 juste pour aller chercher une petite bouteille de Wellmess bien fraîche parce que j'en avais envie. Et quand je suis sorti, j'ai senti cette odeur à la fois de sérénité, de nourriture, tu vois, de calme, de chaleur, de sable, de montagne. Rien que cette odeur-là, elle est indescriptible. Il n'y a que les gens qui sont passés par ici, qui ont senti cette odeur, qui savent de quoi je parle. Et ça vaut tous les klaxons du monde. Et en dehors de la conduite, c'était quoi les grands challenges, les difficultés que vous avez eues? Trouver un appartement qui nous convienne à tous les quatre. Vas-y, Ouais, raconte trouver un comment. appartement. Bah, au début, tu vas à Mobawa, à Vito, tu cherches. Nous, on était dans une recherche de meublé, se poser déjà un premier temps. Un mois, on s'est dit que ça le ferait pour ensuite, tu vois, trouver un appartement vide et qu'on allait meubler progressivement. Et du coup, on est tombé dans des appartements propres, tu vois, mais des fois, en termes de meubles, il n'y a pas de cohérence, tu vois, entre le salon, les murs, la cuisine, c'est du désordonné. Moi, tout seul, je l'accepte, tu vois, mais avec des enfants où tu as envie de donner quand même un cadre à la fois de jeu, d'éducation, puisque ma femme, c'est elle qui fait les cours de mon fils à la maison, il fallait quand même un minimum d'harmonie dans la maison. Et tu cherchais un deux chambres ou trois chambres? Au début, on était parti sur trois. Après, finalement, on va partir sur deux. Le plus dur, c'est trois aussi. Ouais, le plus dur, c'est trois. Mais finalement, en fait, notre aventure, elle se voulait familiale aussi depuis le début. Mm. Donc, ça fait 6 mois que les deux, ils sont tout le temps ensemble dans la voiture, ils sont ensemble dans la maison. Et ben, du coup, ils partagent la même chambre aussi. Donc, on est vraiment aussi en train de créer des affinités entre eux. Et ce qui était important aussi pour nous, c'était on voulait pas être dans un quartier qui bouge. On voulait pas retrouver les mêmes habitudes qu'on avait là-bas. Mais on a essayé d'être à la fois proche de la ville. Et moi, ce que je voulais, c'était aussi voilà, avoir mes habitudes avec les Marrakechis. Je voulais pas un truc où on se voit qu'entre expats, MRE et tout ça. J'avais envie de participer, tu vois, à la vie locale et cette routine quotidienne d'aller chez Moul Hanout, d'aller boire ton petit café, salam alaikum, de laisser ton petit pourboire. La fois d'après, tu viens, il te fait le smile, il sait que tu t'assieds habituellement là, il sait ce que tu consommes, il vient. Voilà, j'avais besoin de retrouver une routine
à mon image. Tu ciblais certains quartiers ou... Non, je connaissais pas en fait. Ok. Je connaissais pas. Les premiers mois, on a fait que du Airbnb. On a fait une semaine du côté route de l'Orica. Ensuite aussi, c'était pas mal parce qu'il faisait beau, il y avait la piscine, tu vois. On a rajouté une semaine et après on s'est dit, bon, maintenant, voilà, il y a le job au Targa. Donc on a commencé à regarder sur Google Maps. C'est pour ça que je dis, nous, on est partis, on n'a rien préparé du tout, tu vois. Donc on s'est dit, à l'aventure, on va s'adapter au jour le jour. On n'était pas du tout une famille nomade. Nos enfants, ils n'ont jamais bougé plus de 3 jours avec nous en voiture quand on était en France. Et généralement, les longs trajets, c'était pour aller voir la famille. Et du coup, on s'est dit, bon, on va se déplacer autour de Targa. Donc et là, j'avais trouvé quelque chose du côté de Guélis. Je dis, non, ça bouge un petit peu trop urbain. Et on s'est reculé un peu route de Casablanca. C'était quoi les désavantages du Guélis pour toi? C'est genre les week-ends et tout, les... Il y avait ça, la fête, c'était bruyant, le Ouais, stationnement ouais. et la foule. Tu Hmm. vois, en venant au Maroc, je voulais pas. Par exemple, une opportunité de rêve à Casa, je l'aurais pas pris. J'habitais dans un petit village, tu vois, dans le Vaucluse. J'avais pas envie de retourner dans la grande ville et de devoir vivre avec toutes les contraintes de la grande ville. Mais par contre, voilà, ça m'intéressait dans le sens où c'est rapide. Si tu veux te faire un resto, si tu as des papiers à faire, si tu veux rencontrer quelqu'un. Mais du coup, tu vois, maintenant que je suis à Marrakech, je vais quasiment plus, tu vois, à Guélis. Donc ça, je me sens plus le temps passe et plus j'ai besoin de sortir parce que ce qui m'a vraiment amené ici, comme je te disais, c'était l'attraction de la montagne. Et il y avait la course du lac de Takarkoust il y a 4 ans, il y avait la demi-ascension du Mont Toubkal. Donc voilà, là je sens maintenant, tu vois, l'envie de reculer un peu plus et de faire avancer mon projet. Faut que tu viennes par chez moi, à l'Orica. Marhaba, quand tu veux. Mais j'y suis passé Ouais. la semaine dernière et c'est magnifique. J'ai Hmm. vraiment adoré. J'ai vraiment adoré la route qui est facile, tu vois, c'est pas une route qui tourne dans tous les sens, qui te fait mal à la tête. Le dépaysement total, à juste à partir de 20, même pas 15-20 minutes de Marrakech, pouf, tout de suite c'est un autre Maroc, populaire, traditionnel, authentique, tu vois. Et moi, ce que j'avais envie de dire aussi, tu vois, c'est que je me suis jamais senti en insécurité. Les seules fois où je me suis senti en insécurité, c'est avec mon téléphone. En filmant, tu vois, je sens, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être filmés, tu vois, ça dérange, ça perturbe. Mais si tu es toi-même, tu peux te balader, aller vers les gens, tu n'as aucun risque. Juste, voilà, faire attention avec son téléphone, de ne pas filmer, olé olé, tout le monde à tout va, demander la permission. Ça m'a valu Ah, c'est clair. quelques histoires. Et t'as fait quelques Airbnb? Et après, Oui, ouais, 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 vous avez fait un contrat après ou? j'ai fait un Airbnb avec une dame, mais bon, après, elle voulait pas me le louer à l'année, le louer au mois, elle le louait que pour des nuitées. Et du coup, en fait, quand je me suis posé dans cet appartement-là, ça m'a permis de trouver à côté. Et du coup, je passais par une agence immobilière. Au début, il y avait des samsas, tu vois, qui te fait passer de l'un à l'autre, qui te dit, je vais te faire visiter, mais en fait, tu attends, il n'a pas les clés, il n'a rien. Tu commences à te rendre compte que même si tu sais un peu comment ça marche, qu'en fait, lui, il est juste là pour prendre sa commission. Et tu perds beaucoup de temps. Et du coup, c'était rigolo parce que ce samsara-là, il m'avait fait visiter l'appartement, mais l'appartement, il ne m'avait pas plu sur le coup. Je ne sais pas si c'était lui, la manière comment ça avait été fait, visiter l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et 3 semaines après, je passe par une agence immobilière. L'agent immobilier me ramène dans le même appartement, je rigole. Je rigole, je dis, mais vous avez que cet appartement dans le quartier, tu vois. Et finalement, je filme, je l'amène, je montre à ma femme par la suite et elle me dit, ouais, elle me dit, il est sympa, il est bien, c'est vrai qu'il est propre. En plus, il appartient à un commissaire de police qui a Essaouira, tu vois. Donc je me dis, voilà, c'est un appartement clean et il y a une piscine, c'est sécurisé pour les enfants. En fait, ça a coché tous les critères que je recherchais. Et en plus, c'était à 10 minutes, 8 minutes en voiture du Targa. Donc je dis, c'est génial. Et de là, on a signé le bail, tu vois, on a été légalisé en double exemplaire. On a donné un mois de loyer divisé par deux. Donc la moitié pour l'agent immobilier, la moitié pour le proprio. Et ensuite, on est rentré avec un mois de loyer et un bail de 1 an. 6 000 dirhams. Hmm. Je trouve ça assez correct. C'était tout meublé. Par contre, la seule condition, c'est que j'avais envie de faire bouger un petit peu l'intérieur. Il était OK avec ça. Et du coup, maintenant, on est là. Et là, je cherche un petit peu à sortir un peu plus de la ville pour te retrouver là-bas. Hmm. Et donc là, tu clôtures cette expérience au Targa Cowork Club. Ouais. C'est quoi ta vision pour la suite? Ma vision pour la suite, c'est continuer à suivre mon intuition. Parce qu'elle m'a jamais trompé. Suivre son cœur parce que lui, il sait ce qu'on ne sait pas. Pas qu'une histoire de sentiments, d'amour. Mais voilà, on a une connexion vraiment entre le cœur et l'esprit. D'ailleurs, c'est un peu quand tu parlais de ce que ton père t'a dit, je le voyais un peu comme ça, genre en fait, au fond de toi, tu sais déjà le chemin, quel chemin prendre et vers où aller, quoi. Carrément, ouais, tout à fait. Donc là, j'ai
une intuition, mes émotions, je m'écoute, je me calme. Des fois, il y a le brouhaha, tu vois, qui commence à monter. Des fois, il y a des périodes de doute. Peut-être que je suis venu un petit peu trop anticipé. Peut-être que je ne me suis pas assez préparé. Mais en fait, comme je parlais tout à l'heure, la capacité adaptative, tu es dedans, tu t'es adapté, ça y est, tu as tout. Tu vois, en fait, le changement, il se fait pas brusquement. C'est chaque jour. Tu vois, tu élargis un peu ta zone de confort qui fait que ce qui était inconfortable hier deviendra confortable demain. Et t'es pas tout seul. Et du coup, voilà, moi vraiment aujourd'hui d'être focus sur l'intuition, plus que les peurs. Parce qu'après les peurs, une fois que, pas qu'elles vont se présenter, mais quand tu vas être dans l'action, que tu penses plus aux peurs, euh, derrière en fait, ça me rappelle la phrase de Rumi qui dit ce que tu cherches te cherche aussi. Tu vois, si on doit conclure, je pense que ce sera sur ça. Ce que tu cherches te cherche aussi. Ouais, j'aime beaucoup Rumi, c'est Hein. très puissant. C'est puissant. Ouais. Tu vois, donc du coup, c'est vrai que ça m'a toujours. Ce que tu cherches aussi. Donc, et après, c'est juste pas une question de hasard, c'est une question de timing. Parce que Exact. quand j'étais dans mon processus, ça me paraissait long. Quand j'avais décidé de partir, j'avais l'impression que je partirais jamais, que je vendrais jamais la maison, que je quitterais jamais le boulot, que j'aurais pas le courage de le faire. En plus, avec des enfants, tu vois, et finalement, en fait, c'est l'intuition, le cœur, ce que j'ai ressenti, la vibration depuis le début. Si on refait, on revient au début de la vidéo, la connexion avec le Maroc, chaque fois que je vois les montagnes, j'ai du peps, de l'énergie, la vision elle est tracée. Et chaque fois qu'il y a une difficulté, ben voilà, on a en nous les ressources pour pouvoir avancer sagement sur ce chemin sinueux. Tu dois rester au Maroc maintenant? Complètement. Hmm. Ah ouais, sans hésiter, sans hésiter. Mon fils de 8 ans, il me dit, papa, il me dit, je comprends pourquoi tu nous as saoulés avec le Maroc comme ça. Il me dit, on aurait dû venir plus tôt. Il m'a dit, on a fait beaucoup plus de choses en 6 mois que ce qu'on a fait en 8 ans en France. Leur vie a changé. Complètement. Et tu sais, un truc tout con, hein, mon fils, il y a quoi, au tout début, quand on est arrivé, mais il avait 7 ans. Je lui prenais la main, on allait au Hanout, je sais plus. Il me dit, papa, tu sais, je me suis vraiment pas toujours senti bien là-bas. Je dis, comment ça, tu t'es pas senti bien là-bas? Doudou, là-bas. Il me dit, ben, quand j'étais en France, à l'école et tout ça, je me suis pas toujours senti à ma place. Avec ses mots à lui, tu vois, il arrivait pas à me l'expliquer. Et la fois, il revient de France au bout de 3 semaines. Il est passé 3 semaines là-bas. Il avait pas envie de revenir. Hein. Pour lui, il me dit, papa, c'est bon, on revient. Parce qu'il y avait les cousins, il jouait au foot, il y avait la famille, il y avait tout le monde. Mais une semaine après, je l'amène à l'entraînement de foot. Et je dis, tu te sens à ta place ici? Elle me dit, ah ouais, papa. Il me dit, je me sens trop bien ici. Il me dit, c'est vraiment ici que je dois être. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que je me sens à ma place. Tout le monde m'aime, j'aime tout le monde. Il me dit, mais par contre, il me dit, c'est 9 sur 10. Je dis, pourquoi pas 10 sur 10? Il me dit, ouais, parce que je ne sais pas encore parler, et je ne sais pas encore lire, papa. Donc déjà à 8 ans, tu vois, il était un petit peu frustré avec ça. Mais par contre, ils apprennent très vite. Donc tu vois, ceux qui ont des enfants, qui ça va être compliqué, etc., etc., laissez-leur le temps et ils sont dans un processus d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide que nous. Et en fait, on a peur pour eux, mais une fois eux dans le temps, moi je les vois maintenant à l'entraînement. Oustad, Khorjat, si, ça, tu vois. Et plus ils sont jeunes, plus ce sera facile aussi. Ouais. Comment ça s'est passé pour l'école et tout ça? Tu peux développer? Nous, on était parti faire cette année sympathique, cours à distance pour le grand de 8 ans, donc cours de CE2 à distance avec le CNED. Donc on l'a juste sorti du système scolaire. Mais il a quand même, tu vois, un accompagnement et un suivi scolaire avec un programme, des évaluations et des évaluations qu'on doit envoyer pour qu'il puisse être évalué et avoir un certificat de scolarité à la fin de l'année, comme quoi il a bien suivi son année de CE2. Au début, c'était compliqué que ce soit moment, tu vois. Par contre, maintenant, il réalise qu'en fait, il a une chance de dingue, tu vois, de ne pas avoir, tu vois, la boule au ventre du dimanche soir. Alors, le lundi, il faut aller à l'école, il faut faire le sac, il faut aller se coucher, il faut se lever à 7 heures, la tête comme ça, prendre la voiture, le froid et tout. Là, il se lève tranquille, il est 8h30, il prend son petit déj, il se met à travailler de 10h jusqu'à midi, il a une petite pause. Il reprend après de 13 à 14, on déjeune beaucoup plus tard, tu vois, c'est pas le déjeuner à midi et demi. Et il a beaucoup plus de temps pour lui, beaucoup plus de temps avec son frère. On a 4 entraînements de foot par semaine, pas pour qu'il devienne Mbappé, hein. C'est pas mon but, hein. Mais par contre, il a 4 heures par semaine où c'est qu'il est mélangé avec des petits Marocains, tu vois, ou des C'est MRE. important. Ah ouais, moi, pour moi, c'est important. Même s'il fait les cours à la maison, il faut qu'il puisse avoir une vie sociale derrière, se confronter à la difficulté à la fois de la compétition, tu vois, d'être dans une équipe, d'accepter qu'on ne te fasse pas la passe, que tu prennes des coups, que tu sois pas content, de gérer un petit peu sa frustration, mais c'est aussi d'être en contact, tu vois, avec les petits Marocains directement et ça lui fait plaisir parce que déjà il se rappelle de lui, et lui ça lui permet voilà, de pouvoir échanger, discuter et en plus les entraîneurs c'est des Marocains, ils parlent tous marocain, ça lui fait
travailler son vocabulaire et il s'intègre. La dernière fois, il y avait le Maroc qui a joué, ils avaient tous la tenue. Mais ça, c'est un sketch. Pour te dire, le gamin, la dernière fois, il y avait le Maroc qui a joué contre le dernier match. Euh, C'était pas l'Afrique du Sud. Si, c'était Maroc-Afrique du Sud. Ouais. Maroc-Afrique du Sud. Et en fait, le club de foot, il leur donne un maillot. Qu'ils doivent mettre un maillot, short, chaussettes, un ensemble qu'ils doivent mettre pour tous les entraînements. Et ben, le soir de l'entraînement, le mardi, là, avant le match, c'était le seul à avoir mis l'ensemble du Maroc. Tu vois, il était à fond, alors que le mec, il arrive de France, tu vois, le gamin, il est pas du tout, il est au Maroc depuis 6 mois, mais c'est tellement senti marocain, tu vois, qu'il s'est dit, bah, je mets ma tenue de Hakimi, je vais à l'entraînement avec, et voilà, c'est juste important de pouvoir trouver un équilibre. Et pour le petit dernier, pour répondre à ta question, lui, on est en freestyle total. Tu vois, lui, il sort de on lui a acheté des cahiers chez Cultura en France pour lui faire travailler l'alphabet, les chiffres, l'écriture, etc. Mais il fait un peu d'arabe avec son frère, allez, s'il fait 1 heure dans la journée de chiffres, de lettres, de syllabes, etc., c'est bien. Mais le reste du temps, il s'éveille en étant en contact des gens à l'extérieur, avec son frère, avec nous, et c'est très bien comme ça. Bah, lui, il va pouvoir apprendre Darija. Oui, ben justement, c'est pour ça que je me suis rapproché d'une école privée marocaine, parce que c'était important pour moi que mes enfants ils suivent un programme marocain privé. Français, on l'a quitté là-bas, mais à partir de l'année prochaine, je veux qu'ils rentrent dans un programme où ils vont apprendre l'arabe et le derja. Il y a une école qui est prête à le prendre maintenant, en fait, tant qu'ils ne rentrent pas au CP. C'est pas important, ils peuvent venir à n'importe quel moment de l'année. Ils n'ont pas encore un numéro d'étudiant, un numéro de scolarité, ils appellent ça. Et du coup, l'école, elle est prête à le prendre pour qu'il puisse aller, mais ça va être très difficile. Au bout de 6 mois, attaché avec papa, maman et son frère à la maison, de se dire, attends, vous me mettez à l'école tout seul et tout. Mais il a envie, et chaque fois qu'on passe devant l'école, ouais, je vais y aller, je vais y aller. Et en plus, pour les enfants de cet âge, c'est intéressant parce que les cours, tout se fait en français. Ils partent du principe que l'arabe, c'est la langue maternelle, ils vont l'apprendre à la maison, à la télé, à l'extérieur. Et en même temps, dans cette classe de petits enfants, petite, moyenne section, grande section, il y a plein de lettres d'alphabet en arabe. Il y a cette atmosphère de Darija et aussi d'arabe, tu vois, qui commence à apparaître. Mais c'est super pour les enfants comme nous qui arrivent de l'extérieur, qui ne savent pas encore parler l'arabe, ben, d'entendre des maîtresses et des enfants qui parlent français avec eux. Et c'est pour ça que tu as choisi cet enseignement-là. Tu as étudié la question, vous avez cherché. Non, en fait, ça s'est présenté comme ça. Ok. Tu vois. Moi, au fond de moi, je me suis dit, quitte à les amener ici, ben, autant tu vois, qu'ils soient leur donner un petit temps d'adaptation pour qu'ensuite ils rentrent vraiment à l'école d'arabe. Et ensuite, à partir du CE2, CM1, c'est demi-journée d'arabe, les cours en arabe, le matin et l'après-midi en français. Donc ça laisse toujours quand même cette transition. Je sais que mon fils maintenant, s'il rentre à l'école, il est très avancé en français et mathématiques, mais par contre en arabe, il est à 0. Donc tu vois, la directrice, elle m'a recommandé de lui faire redoubler 1 année. Mais par contre, il va avoir de l'avance sur les autres matières. Et en même temps, parce que c'est dramatique, redoubler 1 année. Ça a gâché la vie de personne, je crois. Du moins que lui il se sente bien et qu'il évolue à son rythme. Le plus grand, est-ce qu'il te pose des questions existentielles sur ses origines, Maroc, France et tout ça? L'Afrique un peu plus, tu vois. On a des discussions, tu vois, un peu sur la géographie. L'Afrique, le Maroc, d'où est-ce qu'on vient, tu vois. Euh, il est aussi assez surpris par tout, tu vois, l'architecture, le style vestimentaire, tu vois. Ça aussi, c'est des choses qui l'intriguent et en même temps qui lui rappellent que c'est Maroc, tout de suite. J'essaye un peu de l'attirer un peu vers la culture, lui parler un petit peu. Ben là, tu vois, on a visité le jardin de Menara la fois dernière pour lui expliquer ce que c'est ce bassin. Mais il est encore petit, tu sais, les chiffres, tout ça, très rapidement, en fait, c'est pas que ça lui fait mal à la tête, mais c'est qu'il n'arrive pas à se projeter. Mais ce que je le questionne dans la vie du quotidien, il fait des comparaisons par contre avec ce qu'il a connu dans une routine française et ici. Et déjà, une chose qui a changé, c'est son appétit. Il est beaucoup plus ouvert aux légumes. Les légumes, il en mange quasiment très peu là-bas. Mais ici, il mange, mais avec plaisir. Il est ouvert, il prend le temps de découvrir autre chose. Il est beaucoup plus curieux. Là-bas, il était fermé. C'est quelque chose qui ne lui plaisait pas, que ce soit visuellement. C'était pas... Mais là, il est un peu plus vers Il est, l'ouverture. il est converti au tagine. Tagine. Ah ouais, ouais, là, les tagines, t'es obligé. En plus, c'est des légumes de saison que tu trouves là chez Moul Hanout, qui arrivent directement de chez le producteur. Tu vois, le circuit, il est très très court. Donc du coup, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de belles tables grâce aux légumes et aux fruits frais de saison qu'on a en permanence. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés ou des moments qui ont été plus compliqués à passer ou pas?
Hormis, sincèrement, ces trucs de logement là, tu vois, même le Airbnb, on a eu de mauvaises expériences quand on était à Fès, on voulait y rester plus longtemps, mais finalement on a fait 2 jours, on s'est barré parce que voilà, on est tombé sur des choses qui ne sont pas dans notre mentalité à nous, tu vois. Même, C'est-à-dire? ben, en fait, tu vas louer un Airbnb chez quelqu'un, c'est comme si toi tu aurais ton appartement Airbnb et Hmm. tu me prends, par exemple, moi en tant que concierge, pour te remplir l'appart, tu as 2 appartements, d'accord? Il y en a un que tu mets en location et l'autre que tu gardes, tu vois, en secours. Et en fait, l'appartement que je voulais louer était magnifique, tu avais des photos et tout, top, top, top. Et en fait, le mec dit non, il est loué. Je dis, attends, mais sur la plateforme, il était disponible. Les photos, ce que j'ai loué, c'est ça. Et en fait, c'est lui qui habitait dedans. Et il me donnait son appartement, il me dit, mais attends, si tu veux, je peux te montrer un autre et tout. Je dis, mais non, mais c'est pas celui-ci que j'ai loué, tu vois. Donc voilà, des incohérences comme ça, ou quand tu es fatigué, que tu as des enfants, que je dis, tu es SDF, tu as juste tes valises, ton passeport, et tu sais pas où tu vas passer le reste du temps, et tu n'as quasiment pas de famille à 2000 km autour de toi. Tu t'interroges, tu vois, tu te dis, ouais, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je fais bien d'être ici? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je vais patienter avec tout ça? Et finalement, tu te rends compte que voilà, c'est ce qui va forger ton parcours, ton aventure et qui va qui va te permettre de pouvoir apprécier ensuite le chemin une fois que la voie sera dégagée. Non, j'ai pas eu de galère, tu vois, avec ma voiture, tout va bien. Si j'ai eu ce stress, tu vois, des 6 mois, ça aussi c'est important, tu vois. Au début, on me dit, ouais, 6 mois par an, et ta voiture, il faut que tu l'amènes à Ceuta, l'enclave espagnole, il faut qu'elle sorte. Il y en a qui vont te dire, il faut qu'elle sorte une journée. L'autre va te dire, il faut qu'elle sorte 3 jours. Tu vas tout entendre, tu vois. Je dis, mais attends, on est au Maroc, en 2023. Si le mec, il est à Dakhla, il va pas prendre sa voiture pour aller jusqu'à l'enclave espagnole. C'est pas cohérent, tu vois. Et du coup, je suis allé me renseigner par moi-même au bureau des douanes à Marrakech. Et le douanier m'a confirmé que tu n'as pas besoin d'aller jusqu'en Espagne. Tu lui donnes juste ton certificat de prolongation ou de circulation, je ne sais plus comment il s'appelle ce document-là. Et en fait, il te le change directement sur place sans devoir aller jusqu'à la frontière. Mais par contre, tu as 6 mois par année civile, de janvier à décembre. Tu as 6 mois. Tu as 6 mois, tu pars 2 mois, ben, tu reviens, tu auras 2 mois. Mais tu ne peux pas passer plus de 6 mois. Donc ça, c'est génial. Donc ceux qui ont des soucis de voiture, parce que moi je me suis fait des tracts à aller chercher, etc. Et le plus simple, c'est d'aller directement à la douane. Ils te font ton certificat de prolongation. Donc moi, je dois partir en juin. Je dois sortir au mois de juin. Donc voilà, Mais t'as plus que 6 mois au final ou t'as pas pu dépasser plus? pas plus. Ok. Pas plus, parce qu'en fait, tu as la date d'entrée et la date de sortie. Ça, c'est rentré automatiquement. Et après, tu peux avoir des contraventions. Et après, je crois jusqu'à une immobilisation du véhicule si tu dépasses de 2 ou 3 mois, je crois. Et tu veux pas prendre une voiture ici au Maroc maintenant? J'y pense, Hmm. tu vois. J'y pense parce que pour avoir cette tranquillité-là, de pouvoir rouler tranquillement sans me dire, ouais, 6 mois, il faut que je parte, etc. Et en même temps, je me dis, bah voilà, c'est bien, comme ça, si je dois revenir prendre le taxi, bouger un peu, me mettre un peu dans le stress marocain, tu vois, une petite mobilette ou un scooter, un Vespa, pour pouvoir se déplacer, mais je suis pas prêt quand même. Hmm. Tu vois, c'est Mario Kart ici, hein. Je suis pas encore prêt. Et tu as parlé souvent de sport. À quel point ça fait partie de ta vie, de tes piliers? Comme toi avec tes lunettes sur le nez, tu vois, constamment. Non, quand même, j'ai passé une période qui était compliquée. J'ai Mhm. passé 15 jours sans faire de sport. J'étais dans la routine du travail. Et moi, j'aime prendre mes baskets, sors, ça y est, tu vois, je suis déjà en mouvement. Mais là, par rapport à la circulation, la pollution, les motos, le bruit, ça me donnait vraiment pas envie de prendre mes baskets et d'aller traverser la ville. Mais ça fait partie de ma personnalité. C'est ce qui a construit aussi mon identité. Mhm. Notamment, j'en parle aussi, la course à pied. J'ai pas fait l'UTMB, j'ai pas fait la Diagonale des Fous. Je suis pas du tout dans cet esprit de compétition, de, de, de courses reconnues pour avoir un titre ou une médaille, etc. Moi, ce que je veux, c'est juste, quand je ressens les choses, de pouvoir les réaliser. Et quand je sens justement que ça va pas physiquement ou mentalement ou même émotionnellement, je prends mes baskets, je m'en vais courir jusqu'à la Palmeraie ou sinon je prends la voiture et je vais un petit peu plus loin. Mais il faut que je me retrouve avec moi-même pendant de longues heures. Tu vois, 1 heure à la salle de sport avec de la musique ou du casse. Il n'y a que mon physique qui va travailler. Mais tout ce qui est plus profond, je ne suis pas allé le chercher. Donc il va tout le temps me manquer quelque chose. Et c'est pour ça que que je commence depuis quelques temps à aller vers les longues distances, les marathons et plus, mais tout seul, dans mon coin, avec mon sac, à rencontrer la population.
Et voilà, j'ai envie de m'arrêter, prendre un café, acheter une bouteille d'eau chez Mol Hanout, tu vois, acheter une banane, faire une story, tu vois, un selfie avec un gars. Voilà, pour moi, j'ai gagné ma journée, je me suis reconnecté et j'ai besoin d'être, comme je t'expliquais, la nature connectée et me dire, voilà, Hamim, c'est ça ton costume, c'est Hmm. ça ton identité, ben, tu es ici. T'as pensé au marathon des sables? Ouais, ouais. Je te verrais bien. Ouais. Parce que quand j'ai couru les 240 km pour mon père m'a dit, tant que tu n'as pas fait le marathon des sables, tu n'as rien fait. Tu vois. Donc en fait, c'était une double piqûre. Parce que j'étais en train de faire quelque chose qui était aussi fou que le marathon des sables, parce que le marathon des sables, c'est 250 km sur 5 jours, mais c'est vrai que c'est en autosuffisance, dans des conditions très difficiles, où il y a beaucoup d'abandon dès le premier jour. Mais moi, j'étais en train de faire 240 km sur 3 jours, donc ça faisait 3 fois 80 d'affilée, tu vois. Il y avait un peu de chaleur, mais c'était pas la grande chaleur non plus. Mais en même temps, tu vois, je me dis, mon père, attends, il voit pas ce que je suis en train de faire, mais il me dit Ah, derrière, tu vois, tant que t'as pas fait ça. Et du coup, l'ego m'a amené à me dire, ouais, tu vois, je le ferai un jour pour mon père. Mais finalement, je me dis non. Je me dis non, je ne vais pas rentrer dans une course commerciale où tu payes 3500 balles, tu vois, pour aller te chercher une médaille et dire, ouais, j'ai fait le marathon des sables. Si un jour, j'ai envie de défendre une cause profonde, tu vois, ça, je le hmm. ferai. Pour une cause, même pas pour moi, pour aller me dire, voilà, tu as fait le marathon des sables. Sinon, tu le fais en mode solitaire. Ben justement, et Tarek, on en avait parlé, tu vois, parce que Tarek, il a fait déjà 3 fois, il me semble, 2 ou 3 fois le marathon des sables. Il a même été l'égérie, tu vois, de la marque sur la deuxième édition, me semble-t-il. Il a fini et lui, il a l'expérience, tu vois, de pouvoir bivouaquer, faire ta petite popote, soigner tes petits bobos, gérer la chaleur, les allures, pour faire en sorte de le terminer. Donc j'aimerais bien le faire en mode sauvage, sans autres concurrents ou etc., mais vraiment le faire pour moi. Et comme je sais que tu es un friand du désert, que tu t'es mis au sport aussi, ça peut être intéressant qu'on embarque quelques personnes avec nous pour aller vivre ça ensemble. Même toute la région avant le désert. Mhm. T'as des grandes routes interminables, tu vois. C'est parfait pour courir. Bismillah, Yallah, on y va. Ça me brancherait beaucoup plus, tu vois. Quelques conseils pour les gens comme toi qui verront la vidéo, ceux qui sont en famille avec des enfants, Mhm. qui ont cette envie de vivre au Maroc, mais qui se mettent encore des Des barrières ou barrières. des limites, Mhm. qui n'ont pas encore passé le cap. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Déjà de prendre le temps. Mon frère me disait ça quand j'étais jeune. Il me dit, je sais pas si tu es en avance ou si tu es en retard. Donc en fait, on n'est ni en avance, on n'est ni en retard. On est juste là où on doit être. Et le grand planificateur, c'est lui qui fait les plans pour tout le monde. On peut ni avancer ni retarder les choses. Le plus important, c'est vraiment pas que d'avoir envie, c'est d'avoir une vision. Moi, je parle de vision, je parle d'émotion, de planification et d'action. C'est un peu mon process. Tu vois, c'est le process de VEPA. Vision, émotion, planification, action. Et tout ce que j'ai fait, que ce soit dans la course à pied, dans le sport, dans mes projets personnels, mais aussi professionnels, et notamment cette transition, elle a pris du temps un petit peu pour moi, parce qu'il y avait beaucoup de craintes, mais je me dis que c'était ce moment-là, à ce moment-là que je devais venir. Prends le temps, visualise, ressens bien les choses, projette-toi, viens, sens, teste, regarde, planifie, et ensuite passe à l'action. Il y a Stéphane pour ça. Ouais, c'est un bon process. Tout démarre d'une Une vision. visualisation, Ouais. d'une idée. Ouais. Ou une émotion, tu vois. Ouais, Tu vois, moi, quand j'étais dans la montagne il y a 6 ans, c'était une question d'émotion d'abord. J'ai ouais. ressenti quelque chose. Et Hmm. en le ressentant, j'ai commencé à me projeter, mais est-ce que tout ça, c'est fait pour moi et tout. Finalement, ça devenait de plus en plus clair. Et ben, la planification, il faut que je puisse faire ça, ça, ça pour arriver à ça. Et donc, une fois que tu as planifié, tu mets en place tes actions, tu suis ton plan et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. T'as un message de fin pour clôturer cette interview? Qadil Gharad. On Qadil Gharad, revient. ça c'est fais ce que tu as à faire. Voilà, c'est la phrase de mon père, ça devient mon héritage aussi. Et en même temps, j'ai envie de transmettre ça. Qadil Gharad, fais ce que tu as à faire. Laisse pas la place au regret. Voilà, ça passe tellement vite. Moi, que je regarde derrière moi, si je me dis 6 mois, mais tout ce qui est passé en 6 mois, c'est incroyable. Et on va arriver à un moment donné, et surtout si vous avez des enfants en bas âge, ils vont arriver à un moment donné où ça va être très difficile. Plus vous laissez du temps, et plus ça va être compliqué. Laissez-vous le temps, mais faites confiance. Allez-y. Aussi, il faut passer à l'action quand tu sens que c'est le bon moment, tu Ouais. vois. Après, Stéphane, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? Parce Hmm. qu'il y en a, ils ont attendu toute leur vie le moment, tu vois. Moi, on Ah, me dit, c'est ouais, ça. ça a été quoi ton déclic? La mort de ton père, le fait que ta femme a dit, vends la maison. Je dis, finalement, moi, mon déclic, il est depuis tout petit, tu vois. Cette attraction, déjà, on a déjà quelque part semé des points d'ancrage.
Il y a juste à se retourner, à se dire, ouais, il y a un point là, et on relie les choses, on se rend compte qu'en fait, tout est tracé. C'est une question de timing, de confiance, on appelle ça le tawakkul, la confiance en soi, la confiance en Dieu, la confiance en la vie, la confiance aux gens. Et si tu arrives avec que des peurs, c'est l'Afrique, le tiers-monde, c'est arabe, vivre avec Zara. Parce que nous aussi, Marocains, on a beaucoup d'a priori, tu vois. C'est très difficile pour nous, Marocains, tu vois. Parce que depuis petit, on nous dit, ouais, il y a ça, et si tu tombes malade, comment tu vas faire l'hôpital, et l'école, et les gens, ceci, et attention, ne fais confiance à personne, il y a des arnaqueurs. On te met une tête comme ça, tu vois. Et quand tu arrives avec ce bagage, et il faut être capable de se dire, ben, c'est bon, je le laisse dans la mer, tu vois, ce truc-là. Je me fais ma propre expérience, ma propre opinion. Et tout dépendra de comment vraiment, réellement, tu t'es préparé toi en tant que personne, en tant qu'être, pour vivre avec d'autres êtres. Magnifique. Comment on peut te contacter? Sur ma chaîne, non, je n'ai pas de chaîne, moi. Sur Ok. ma page Instagram, ouais, Ouais. Ami Melouardi, simplement. Je suis en train de lancer une petite aventure, un enregistrement de podcast aussi. L'idée, c'est d'embarquer des gens avec moi et qu'ils puissent partager aussi leur transition à 180 degrés, que ce soit dans leur vie professionnelle, personnelle, en lien avec le Maghreb, pas forcément que des Maghrébins, mais des personnes en lien, entrepreneuriat ou pas, peu importe. Mais je pense qu'on a tous une histoire. Enfin, je pense pas, je crois, je suis convaincu. On a tous une histoire à raconter. Parfois, on dit, ouais, mon histoire, elle intéresserait personne, mais il y a forcément une étape, tu vois, de ton processus, de ton histoire qui va inspirer d'autres personnes. Et, et j'ai envie de faire en sorte de présenter des personnes qui sont là où on souhaiterait être. Tu vois. Des gens qui sont déjà... Moi, je te suivais parce que tu avais déjà 9 ans d'expérience, tu vois, au Maroc. Donc, ça me donnait envie de voir, de découvrir qu'est-ce que tu as invité, ce que tu disais. Et je me dis, ouais, le mec, il est là-bas, il sait de quoi il parle, tu vois. Donc, voilà, tu as inspiré une communauté, tu m'as inspiré. Et je me dis, moi, de mon côté, ben voilà, je veux pouvoir aussi permettre à des gens de cheminer vers la quête de soi. Donc on vous met le lien dans la description de la vidéo. On remercie Mustapha On du... remercie Mustapha du Targa Power Club. Ouais. Et voilà. Merci à toi Eh pour ben, ce merci moment. Stéphane, merci. À très À vite. bientôt. À très bientôt. Ciao. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez vous aussi ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. Donc c'est une formation par email. Vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.